L'euro déçoit depuis des années, les banques ne veulent même plus le faire travailler et l'US dollar a une inflation qui rebondit malgré tous les efforts de la Banque fédérale américaine. Et dans cette vidéo, mon but c'est de vous montrer quelles sont les devises qui subissent le moins d'inflation, mais aussi, si ce n'est pas une devise, quelles sont les classes d'actifs qui vous protègent le plus contre l'inflation. Alors aujourd'hui, la situation globale en France est la suivante et elle est peut-être la vôtre. Vous avez un compte bancaire sur lequel vous avez des euros qui ne sont pas investis. Et vous vous demandez, au-delà de l'investissement en bourse, comment est-ce que je peux faire pour protéger mon patrimoine de l'inflation? Et donc, vous avez des possibilités au travers de différentes devises, mais aussi au travers de différentes classes d'actifs, desquelles je vais revenir dans un instant. D'abord, j'aimerais qu'on se concentre sur les monnaies, sur les différentes devises qui sont à votre disposition. Avant toute chose, laissez-moi vous parler de l'US dollar, le dollar américain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le dollar américain est ce qu'on appelle la monnaie de référence. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'il y a le réseau SWIFT que vous connaissez qui permet d'effectuer des virements bancaires. 47% des virements qui sont effectués au travers de ce réseau SWIFT sont en US dollars. Donc la plupart des échanges aujourd'hui financiers au monde via un réseau qui est traçable nous dit que la monnaie la plus utilisée au monde est le dollar américain. Donc maintenant que vous savez que l'US dollar est l'unité de référence, laissez-moi vous montrer comment la valeur d'un dollar américain évolue face à 4 autres monnaies les plus utilisées au monde. Et commençons dans un premier temps avec l'euro. Sachez que 43% du temps, entre 1980 et les années 2020, l'euro, 43% du temps, s'est apprécié seulement face à l'US dollar. Cela veut dire que la plupart du temps, vous auriez conservé davantage de valeur en US dollar qu'en euros sur une période de 40 ans. Sur maintenant, face au British Pound, donc le livre sterling, même constat avec seulement 33% d'appréciation du livre sterling face à l'US dollar, ce qui veut nous dire que, encore une fois, l'US dollar conserve mieux la valeur que un British Pound. Maintenant, comparons face au Chinese Yuan. Vous le voyez, seulement 18% du temps, le Chinese Yuan est venu s'apprécier face à l'US dollar. Donc, autrement dit, vous auriez perdu beaucoup de valeur en détenant la monnaie chinoise face à un US dollar. Vous avez également le Japanese Yen, donc la monnaie japonaise, qui malgré toute l'inflation qu'elle a eue depuis ces dernières années, vous le voyez, s'est apprécié 48% du temps. Cela veut dire que la monnaie qui vous aurait le plus protégé face à la monnaie de référence, c'est le Japanese Yen. Maintenant, notez que l'euro, vous l'avez vu, n'est pas une bonne monnaie sur une longue période de temps puisqu'elle ne protège pas sa valeur. Autrement dit, la monnaie la plus intéressante pour conserver sa valeur, c'est encore aujourd'hui le dollar américain et la monnaie qui va le plus se déconnecter de cette valeur et péguer finalement votre monnaie face à une valeur qui va être conservée, eh bien ça va être le Japanese Yen, même dans des forts moments d'inflation. Mais j'aimerais vous expliquer le pourquoi du comment afin que vous compreniez le schéma de pensée derrière le fait de se protéger avec du Japanese Yen. Eh bien en fait c'est très simple, le pays du Japon est l'État, le créancier le plus fort au monde. Autrement dit, c'est ceux qui prêtent le plus d'argent au monde et principalement aux États-Unis. Donc autrement dit, lorsque les marchés financiers sont trop volatiles sur le marché américain, eh bien, les Japonais, vivant principalement de leurs créances, eh bien, vont vendre une partie des obligations de l'État américain qu'ils ont et échanger les US dollars qu'ils ont contre leur monnaie locale puisqu'ils vivent au Japon et donc dépensent leur monnaie locale. Ce qui fait que, dans un sens, lorsque les taux, par exemple, d'intérêt augmentent, eh bien, tout simplement, les Japonais vont venir vendre certaines de leurs positions, certains de leurs produits financiers sur le marché américain et évidemment, dans ces moments-là, la monnaie américaine valant un peu moins, eh bien naturellement, la monnaie japonaise va prendre un peu plus. C'est ce qui fait que, sur le long terme, la monnaie qui va le plus stabiliser votre valeur uniquement en termes d'épargne, en termes de capital, eh bien, ça va être un mélange d'US dollar et de la monnaie japonaise. Tu sais, moi Théo, je pense que c'est vraiment le franc suisse qui est le plus solide. C'est vrai, mais c'est faux à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, le franc suisse est une monnaie qui est
stabilisé quasiment, qui est très proche de l'évolution de la valeur de l'US dollar. Et donc en réalité, oui, vous êtes diversifié puisque vous avez deux devises. Cependant, ces deux devises évoluant dans le même sens, eh bien si l'une diminue en termes de valeur, eh bien l'autre diminue également. Donc en réalité, ce n'est pas plus une monnaie solide que l'US dollar, et si vous souhaitez composer votre portefeuille, votre épargne de différentes devises, eh bien le fait d'avoir de l'US dollar et du franc suisse ne vous protège en rien des variations, de l'évolution de ces deux valeurs respectives. Maintenant, j'aimerais répondre à quelques interrogations que vous pourriez avoir, quelques questionnements, puisque depuis des années, il y a des personnes qui disent et qui même écrivent des livres sur le sujet de l'US dollar va perdre sa valeur, il perd de plus en plus de valeur d'année en année, sans parler de toutes les autres monnaies dans le monde. Et en réalité, ce qu'il faut mesurer, c'est non pas la diminution de la valeur de l'US dollar, qui est finalement le reflet de l'inflation et de l'évolution de l'indice des prix, mais ce qui est finalement, il faut comparer avec ce qui est comparable, c'est-à-dire comparons l'US dollar avec les autres devises dans le monde entier et voyons qui perd de sa valeur le plus vite et qui gagne et qui protège sa valeur le plus longtemps. Eh bien, laissez-moi vous montrer cet indice qui est ni plus ni moins que l'indice de l'évolution de la valeur de l'US dollar face à un panier de 6 autres devises en proportion en fonction de l'utilisation de ces devises, qui sont les suivantes: l'euro, le japanese yen, le dollar canadien, le livre sterling, donc la monnaie anglaise, mais aussi la couronne suédoise et enfin le franc suisse. Ce que l'on peut observer, c'est que depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, eh bien en réalité, l'US dollar est passé d'une valeur de 120 à 110. Cet indicateur nous montre que sur une extrêmement longue période de temps, l'US dollar est l'une des monnaies les plus solides au monde, et cela uniquement en comparaison avec les autres monnaies existantes dans le même laps de temps. Alors il serait compliqué de parler de la protection de la valeur de l'US dollar sans parler des BRICS. Les BRICS, c'est une union de pays comme par exemple le Brésil, la Russie, et cette union de pays a pour but de ne pas dépendre de l'US dollar. Ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que l'acteur principal de ce mouvement, c'est quand même la Chine. La Chine exporte principalement ses produits dans quel pays, à votre avis? Les États-Unis. À votre avis, quelle est la monnaie qu'ils reçoivent le plus? L'US dollar. La Chine, tellement qu'ils ont eu une crise importante d'un point de vue économique ces dernières années, avec notamment l'entreprise Evergrande dans le domaine immobilier, mais aussi toutes les banques qui finançaient justement ces projets immobiliers, eh bien, vous le voyez, l'économie chinoise est au plus mal. C'est pour ça qu'ils ont acheté énormément d'or. Ce que vous pouvez également constater, c'est que si vous cherchez un petit peu pourquoi et comment la monnaie chinoise s'est autant stabilisée ces dernières années face à l'US dollar, c'est pour la simple et bonne raison que la Chine a été assez intelligente pour ouvrir un espèce de bureau de stabilisation de leur monnaie, et qu'ils ont un petit peu camouflé ça sous une forme de banque qui appartient à monsieur et madame tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Cette banque s'appelle The People's Bank of China. C'est une banque qui appartient principalement à l'État, qui a pour but d'échanger en interne des monnaies qui sont échangées dans le monde avec à 47% de l'US dollar et de l'échanger à perte contre leur monnaie qui est le Chinese yuan, dans la simple et bonne raison que d'essayer de stabiliser leur monnaie. Donc, les BRICS, non, puisqu'ils n'y arriveront pas avec un acteur principal qui ne peut pas faire le grand saut, surtout pas en ce moment, et donc c'est pour ça que je pense que l'US dollar n'a aucune inquiétude à se faire face aux BRICS, en tout cas pour l'instant, dans l'état actuel des choses. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a de ça peu de temps, je me suis rendu à Singapour dans le cadre de l'ouverture de comptes bancaires dans des banques privées. Un conseiller de l'une de ces banques privées m'a dit « Théo, tu vois, le Singapour dollar est très intéressant pour se protéger de l'inflation face à des monnaies comme l'euro ou le dollar. » Et ce qui est vrai puisque le dollar singapourien prend de la valeur face à ces autres monnaies depuis 5 années consécutives et de plus en plus vite. Cependant, laissez-moi vous dire que essayer de se protéger avec des devises sur le court terme, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les banques qui vont vous proposer d'effectuer ces changements de devises vont vous prendre 0,5% de frais fixes annoncés plus 0,5% de spread. Donc autrement dit, vous allez payer 1% lors de cette conversion la plupart du temps. Et donc en réalité, eh bien vous n'allez pas vous protéger, vous allez simplement hedger votre portefeuille et ce n'est pas assez intéressant pour conserver une position dans d'autres devises,
sur une longue période de temps, donc autrement dit au-delà de 5 ans. Et donc maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, mon but, c'est de vous montrer maintenant les classes d'actifs qui surperforment toute protection contre n'importe quelle autre devise et qui a le moins de volatilité et qui a surtout le plus de chances de vous protéger sur une longue période de temps de l'inflation. L'étude que je m'apprête maintenant à vous partager est une étude qui a été faite sur les classes d'actifs qui vous protègent le mieux face à l'inflation durant ces dernières années, donc à compter de 2012. Pourquoi une période de temps aussi courte ? Pour la simple et bonne raison que nous avons eu tellement d'événements qui ont créé énormément de masse monétaire et donc une augmentation de l'inflation qu'il est intéressant d'observer dans ces périodes de forte inflation quelles sont les classes d'actifs qui vous protègent et donc qui vous rapportent le plus. Avec en première position, nous avons les Global Equities. Cela veut dire que si vous aviez acheté en moyenne une action dans n'importe quel des pays du monde, vous auriez eu en moyenne médiane 15,4% par an dans des périodes de forte inflation. Si vous aviez investi sur des grandes entreprises américaines, vous auriez eu en moyenne 14,3% par an. Si vous aviez investi dans ce qu'on appelle des Listed Infrastructure Equities, donc c'est ni plus ni moins que des entreprises qui sont cotées en bourse, mais qui souvent sont des entreprises qui vont servir un petit peu à toute la population, comme par exemple des chemins de fer, ça peut être également des entreprises de création d'électricité, des entreprises d'extraction de pétrole, etc. Eh bien, ce type de classe d'actifs vous aurez rapporté 12,3% par an. Même chose avec l'immobilier. Vous auriez eu 7,2% par an de protection au total de capital gain en comptant l'absorption de l'inflation. Et pour toutes les personnes qui crient sur tous les toits depuis des années qu'il faut acheter de l'or pour se protéger contre l'inflation, eh bien, l'or est une très mauvaise classe d'actifs puisqu'elle vous protège seulement de 6% durant ces dernières années contre l'inflation, ce qui est comme vous le voyez d'après cette étude, la moins bonne des classes d'actifs. Et si je peux me permettre, une dernière classe d'actifs qui n'est pas listée dans cette étude, c'est le private equity. Alors, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis le co-directeur d'une entreprise qui s'appelle onlineasset.com qui vous permet de vous joindre à moi sur des deals de private equity. Donc, en gros, on rentre sur des business qui sont off-market et on les améliore et ensuite on les revend. Et effectivement, le retour sur investissement est bien plus intéressant qu'un investissement en bourse. Ça comporte également son lot de risques et un peu moins de liquidité que ce qui se passe en bourse, mais c'est complémentaire à un investissement en bourse. Donc typiquement, la proportion, la répartition idéale qu'un millionnaire pourrait avoir est la suivante. 30% dans l'immobilier, 30% en bourse, 30% en private equity et 10% dans des convictions que vous avez, comme par exemple des crypto-monnaies, de l'or, des real estate investment trusts, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous rassure. Vous retrouverez le lien de mon site onlineasset.com pour avoir plus d'informations. Il se trouve dans la description de la vidéo et vous trouverez également une formation pour vous aider à devenir votre propre gestionnaire de patrimoine. C'est un condensé de mes 12 dernières années d'entrepreneuriat et d'investissement condensé vers une formation tournée vers l'action pour vous aider à économiser évidemment des frais au part de conseillers qui ne sont eux-mêmes pas indépendants financièrement ou alors des banquiers qui vont vous prendre des frais ou alors des personnes qui vont vous recommander des investissements basés sur des statistiques sur une période de temps trop courte ou parfois basés sur rien du tout. Donc tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.